Bonjour la Aresama Family, vous datez de fou, vous m'avez manqué. Bah quoi vous me regardez comme ça, je comprends pas. Mais c'est quelle heure ça pour arriver? Combien? Oh mais là, je recevais plein de messages ces derniers temps sur tous les réseaux possibles. J'avais que des notifs de partout. Mais vous inquiétez pas, c'est bel et bien le retour. C'est quoi ce bruit de con là? Les amis, on se retrouve enfin pour cette nouvelle vidéo exceptionnelle. Je le dis, exceptionnelle. Et celle-là, elle est pour vous, tous mes chégués trop stylés fans d'histoire. Oui. Ici avec des régulars coupe droite. Et je sais, il y en a beaucoup qui ont tout oublié et qui seraient incapables de dire pourquoi la France elle a ressemblé à ça, pourquoi on n'a plus droit, parce que oui, il y a encore eu des rois après la Révolution française, ou encore, c'est qui ce type là? C'est Mbappé! C'est moi ouais. Tranquille, vous avez le droit, je vous juge pas, y a pas de souci, y a aucun problème, paniquez pas les frères. Donc pour toi qui regarde cette vidéo, pour toi gros débile, j'ai la solution. Parce qu'à force d'enchaîner les solo queue au mid avec ton Veillard, peut-être que t'as oublié tes cours d'histoire. C'est nul! Donc je vais te résumer l'histoire de France en entière mon pote. Donc allez on y va maintenant, c'est parti mon chégué. Alors tout commence en big moins 400 000, l'époque où tu pouvais te faire pull-up par ça. On estime que c'est à cette période que les premiers hommes arrivent en Europe. Mais stop. Sérieux, on s'en branle de ce moment. Force au mec qui kiffe la préhistoire, mais s'extasier sur des traces de pneus sur les murs d'une grotte, ah vas-y quoi. Perfect, everything. Vas-y, en vrai, la préhistoire, je vous mens pas. Rien à foutre. Ah ouais. Après l'arrivée des premiers hommes, ils ont commencé à se rassembler et à former les premières tribus sur l'actuel territoire français, sans jamais réussir à vraiment s'unir sous une seule grande entité. En gros, c'était plein de petits groupes de crackheads qui se faisaient la guerre entre eux parce que le chaman de la tribu d'à côté leur achetait un sort. Donc bon, on est loin de la grande civilisation là. Mais arrête Habib! Et on va appeler ce territoire la Gaule. Et leur activité préférée aux Gaulois, c'est de faire chier les Romains en Italie. Et ils vont carrément aller piller Rome directement. Alors les Romains, ils vont se venger, et bien fort. Et cet événement, ça va être important. Ça va être l'affrontement du siècle les amis. En vrai, les Gaulois, ils ont leur chance. Non, ils ont leur chance, moi j'y crois. Quelle humiliation! Quelle humiliation! J'aurais pas dû y croire les amis. Les Romains vont décider de monter en l'air le Gaulois. Ça y est, tous les jours ils viennent piller, roue arrière dans les rues de Rome comme des émeutiers. Alors Jules César, il en peut vraiment plus là. Non, faut les calmer. Je vais leur faire fermer leur gueule à la colonie de singes d'à côté. Bon, en vrai, ça va surtout être un bon moyen pour lui de gagner en influence et en pouvoir. Voilà, c'est ça la vérité. Moi je vous le dis, moi je dénonce. C'est mon travail! It's my job! Un Gaulois va alors décider de se dire que prendre les Romains en 1v1, c'est trop dur. Ils vont se faire allumer comme Krillin. Tout ce mec il est malveillant quoi. Tout ce qu'il fait à chaque fois c'est avec de la haine. Donc on va s'unir entre Gaulois. Il va monter les Avengers. Il va ramener Gradubix, Dwagbix, Jimmy l'horloger, Ricky la Pénave. Bref, faut s'unir contre les Romains. Et ce type, c'est Vercingétorix. Vercingétorix, c'est un chef d'une tribu et c'est le premier des Gaulois qui va unifier une bonne partie de la Gaule contre l'envahisseur romain. Parce que oui, on s'aimait pas trop entre Gaulois, je vous le rappelle. Bah ouais, on passait son temps à aller piller la tribu d'à côté. Il a pris de vie! Non les gars, et si c'était la naissance du premier état sur le sol français? Ok, laissez-le cook, il est en train de nous préparer un petit poulet chicken spot ou quoi la team là? Ah, il a pondu une belle bouse on dirait bien. Bon merci, mais on n'est pas dans Astérix. Les Gaulois vont prendre leur part comme tout le monde. Oh non, putain! Mais j'avais tout bien commencé, j'avais fait mes petits plans et là, bim, vous m'arrêtez! Ah, je vous avais dit que c'était pas Astérix la vie. C'est pas sport quoi! Vercingétorix va perdre à Alésia et va être capturé et envoyé humilié à Rome. Le nul là, regardez! Après, ça reste quand même l'un des premiers personnages historiques marquants de l'histoire de France. Après ça, la France, ça va devenir mi-gaulois, mi-romain. La culture romaine va donc énormément influencer les peuples de Gaule. C'est pour ça que par exemple aujourd'hui on parle français et qu'on roucoule. Comme quoi, cette guerre elle a servi à quelque chose. Merci les Romains quand même parce qu'aujourd'hui, je sais pas si j'aurais préféré être un Gaulois et jeter des sorts contre la tribu d'en face. Pendant le 5e siècle, l'Empire romain est en galère de fou. Et beaucoup de Germaniques et de Celtes venus d'Europe centrale migrent en Gaule et profitent de l'instabilité de l'Empire romain. Ils vont former un nouveau royaume. Clovis, un Celte bien déter, va unifier la Gaule, déplacer la capitale à Paris et fonder le premier royaume franc. Ça va être le début du Moyen-Âge. Au début du Moyen-Âge, le royaume franc va devenir chrétien et s'étendre énormément et devenir un empire énorme. Grâce à lui, le fameux, c'est pas Mbappé mais c'est Charlemagne. Il est celui qui va se retrouver à la tête de cet empire immense. Il a presque unifié l'Europe de l'Ouest là quand même.
Malheureusement à sa mort, l'Empire va être divisé en 3, et la partie qui nous intéresse, c'est celle-là, la Francie occidentale, qui va devenir le Royaume de France. Ah bah il était temps quand même qu'on entende le nom. Et le Royaume de France va goûter à la féodalité, et va être un royaume pendant des centaines d'années. Sylvain, ça fait celui-là. Je prends que celui-là maintenant. C'est bon ou pas? La féodalité c'est quoi? C'est que certes, il y a un roi, mais il a pas tout le pouvoir, et il dirige pas toute la France. Il y a plusieurs territoires dans la France, des duchés. Le Moyen-Âge c'est une période assez complexe, donc il n'y a pas beaucoup de blagues là, je sais, on s'endort un peu. Et je suis obligé, puisqu'entre tous les duchés, les successions, et les complots, et les bâtards, et les héritiers, bref, c'est un peu dur à suivre là. Une notion va être importante. Avec la féodalité qui va durer, je vous le rappelle, des centaines d'années, on a une organisation de la société très claire. Tout en haut, il y a les nobles et l'église, qui ont tous les privilèges du monde. Voilà. Et en bas, le tiers-état, c'est-à-dire quasiment tout le monde. Et eux, ils ont aucun privilège. Ils sont pour la plupart assez pauvres. Et les mecs du tiers-état travaillent très souvent pour un duc, un baron ou un noble quoi. Il y a peut-être un petit problème d'égalité là, non? Vous en pensez quoi? Non, vous en pensez quoi vous? Ouais, mais c'est pas toi qui décide. En tout cas, toute cette instabilité ça provoque plein de conflits. Et là les amis, c'est le début d'un affrontement militaire entre la France et l'Angleterre. Ces deux nations seront en guerre toute leur vie, ça vous pouvez me croire. En 1337, la guerre de 100 ans commence. Et oui, elle a vraiment duré une centaine d'années. En gros, les rois anglais estiment qu'une partie du territoire français leur revient de droit. Il va y avoir une guerre, les Anglais ils vont gagner, puis les Français vont ramener une meuf, Comment ça, pas mal les bzaises? et les Français ils vont finalement gagner. La conséquence de cette guerre, c'est qu'à la fin du Moyen-Âge, la France elle s'est stabilisée, et le roi a gagné de plus en plus de pouvoir par rapport au duché. Et elle peut sereinement commencer cette nouvelle époque qui va commencer. La Renaissance et l'époque moderne. Ça sent bon cette histoire. On est au 15e siècle et en Italie, il y a des mecs qui en ont un peu marre de se faire chier à lire la Bible en boucle. Les scans ils sont finis il y a bien longtemps. L'histoire elle tourne en rond mon pote. Ils vont donc décider de lire des textes antiques plutôt. On va se replonger dans les arts et les écrits grecs de l'époque de nos ancêtres et on va faire renaître toute cette culture. Et ça va énormément influencer la France. Il y a donc une explosion des arts, de la musique, de la sculpture. Et François Ier va bien représenter cette renaissance. Ça va danser, ça va faire des poèmes pour draguer des meufs. On veut avoir du Reese quoi. Ça sort un peu ce soir là. Oh, y'a un code PIN sur ta bouche pour qu'elle s'ouvre ou quoi? Et ouais, le 15e et le 16e, c'est les siècles de l'art et de la musique. Et bien sûr, la France va encore faire la guerre. Bah évidemment. Le but est simple, devenir les boss en Europe. Et on va notamment se taper contre les Espagnols, qui sont à leur prime ultime à cette époque. Et évidemment, les Anglais aussi. Bah bien sûr, faut pas déconner. Oh les gars, vous avez vu les infos? Il y a un nouveau continent qui a été découvert. Oh la dinguerie. La France va alors partir explorer les mystères de ce nouveau monde. Le Canada, les Caraïbes et l'Inde vont être les premiers endroits visés par l'empire colonial français. Le but étant d'y récupérer des ressources surtout. Donc la moula. Ah bah si. Voilà ça marche hein. La France va s'imposer comme un des plus grands empires coloniaux et faire un max de sous grâce au commerce. Au XVIe siècle, on a aussi le protestantisme qui arrive fort en Europe et donc en France. Il va y avoir des guerres de religion en France. Catholiques et protestants vont s'affronter. Et au final, c'est Henri IV qui va promulguer l'édit de Nantes, autorisant les protestants à pratiquer leur religion en paix. Au XVIIe siècle, c'est l'heure du roi qui va mener la France à son prime, tout simplement. Le fameux Louis XIV. Sous le règne du roi Soleil, la France va étendre son empire colonial, rayonner en Europe grâce au château de Versailles et gratter du territoire. La France devient le pays le plus stylé d'Europe, le plus raffiné, le plus admiré. Louis XIV va également renforcer le pouvoir royal et va viser la monarchie absolue. Le roi possède tous les pouvoirs, rien à foutre des duchés, là je sais pas quoi. Eh, va manger du caca là au lieu de me parler de conneries à la con. Bref, à la fin du XVIIe siècle, la France est dans une position de zinzin. Malheureusement, ça dure jamais. Et au XVIIIe siècle, la France va faire plusieurs guerres qui vont la ruiner. Et ils vont perdre contre qui? Les Anglais, bah oui encore. Ils vont perdre la grande guerre de 7 ans et quelques années plus tard aider les Américains à prendre leur indépendance contre les Anglais en participant directement à la Révolution américaine. Dans la deuxième partie du XVIIIe siècle, la France va aussi perdre quasiment toutes ses colonies. Sa mère, ça va vraiment être la crise là. Et comme on a plus de sous, les inégalités en France se creusent encore plus. Parce que les mecs du tiers-état dont je vous parlais tout à l'heure sont encore plus pauvres.
Et dans le même temps, pendant ce siècle, il y a des mecs intelligents qui vont s'asseoir dans des salons pour gamberger un peu, tu vois. Ils vont se poser en esprit et commencer à gamberger entre eux. Ils se disent, en vrai, la société elle serait pas mieux si on avait plus de droits et qu'on était plus égaux et plus libres. Non, ça, on tient peut-être un truc là, non? Ces types, c'est les philosophes des Lumières. Ils vont donc bien propager leurs idées des Lumières en France. Des idées de liberté, d'égalité, tout ça. Dans la deuxième partie du XVIIIe siècle, le roi Louis XVI va donc être dans une situation très compliquée. Il n'y a plus de sous dans les caisses, on a perdu les colonies, les gens ont plus rien à manger, et en plus, ils veulent mettre fin aux inégalités, ils sont de plus en plus mécontents là. Oh putain, ça sent pas bon. Après bon, en vrai, le pire qui peut arriver à Louis XVI, c'est quoi? Une petite révolte à la limite, quelque chose comme ça, non? Ouais, ça doit être ça, ouais. Et oui les amis, à la fin du 18e siècle, les gens ils sont vraiment pas contents. En même temps, imagine, ça c'est ton repas pour 4 de la semaine. Chose simple. T'es là, tu vis dans les choses simples, vraiment simples même. Et en plus, t'as quand même un petit enculé qui vient collecter toujours plus d'impôts pendant que les riches, eux, ne payent rien du tout. Fatigué, ma gueule. Oh là, t'as baisé, toi. Ça commence vraiment à chauffer là. Et les gens vont se révolter. Mais ça va vite tourner à la révolution. C'est plus grand que ça là, il se passe une folie. Le peuple il en a marre là, de la royauté, tout ça, c'est fini, ça a fait son temps, c'est bon. Alors en 1789, les révolutionnaires prennent la Bastille. On va se battre, c'est le début de la Révolution française. Pour la Bastille, on fait la révolution. Le but, changer ce système de l'ancien régime avec le roi qui contrôle tout et les privilèges des nobles. Parce que nous aussi on peut manger ou que les riches, ça y est frère, on n'en peut plus. Et c'est ce qui va se passer pendant les années qui arrivent. On va attraper le roi. Et on va fonder la première république. Avec les droits de l'homme, tout ça, c'est stylé, non? Le roi, lui, il va tenter de s'enfuir en balle. Cavale, qui dit cavale, la vie de ma mère, cavale. Le but, c'est de rejoindre les rois des autres pays pour attaquer la France et retrouver son trône. Mais alors qu'il essaye de s'échapper comme ça tranquillement, il va se faire reconnaître par un péon de base. Avec maintenant. Il va se faire attraper avant d'arriver à la frontière. Les gars, t'as dit quoi? T'as dit quoi? Je rêve pas, ma gueule. Y'a quoi? Le Coran, je rêve pas. Qu'est-ce qui se passe, wesh? Alors il va être ramené à Paris et exécuté. Voilà, direct, guillotine. Un peu violent, mais ok. Les autres pays européens vont être en position. Les bâtards, ils ont fumé Louis XVI. Ils vont avoir peur que les idées révolutionnaires arrivent dans leur pays. Et oui, avec la révolution, on provoque la table d'en face là. En plus, avec la nouvelle république, on va paniquer et installer une terreur. C'est simple. Si jamais on te soupçonne de pas trop soutenir la révolution, on va t'arrêter. C'est simple. Non, c'est Bilal. C'est Bilal, non, c'est Bilal. Ça sert à rien de poucave, on va te couper la tête dans tous les cas, on réfléchit même pas. Non, c'est Bilal. C'est pas Bilal, c'est Bilal. La jeune république va donc se faire attaquer par toute l'Europe. Et qui va être un des ennemis principaux de la France à ce moment-là? Tout le temps là. Voilà, Alors que la France essaie de résister à toute l'Europe, un petit général de con qui mange pas de pain va s'illustrer dans plusieurs batailles. Et en fait, on va bien remarquer que ce type est un génie, c'est Napoléon. Napoléon va gagner en influence et va devenir un des généraux les plus importants de la jeune république. Parce qu'en gros, là où va Napoléon, on gagne. C'est sûr, le type il a 100% de win rate, il est trop fort, que des top 1 Fortnite. Il est tellement fort qu'il va se dire, vas-y c'est bon, je vais prendre le pouvoir maintenant. La république ça a trop duré. Si je devenais empereur. Ah, il se fait pas chier le gros. Il va donc réformer toute la société française et former le premier empire. Le nouvel empereur Napoléon va continuer à fouetter toute l'Europe et la guerre défensive pour défendre la République française se transforme rapidement en un autre type de conflit en fait. Ça change un peu là. Toute l'Europe entière quasiment va s'allier à 12 contre 1 contre la France de Napoléon. Et chaque fois, le résultat est le même. Il gagne. On dirait il est en mode arcade contre des bots là. Coalition après coalition, les pays se font tarter les uns après les autres. Elles peuvent arriver à 10. Wesh, tu prends un front kick, t'es dans l'eau. L'histoire, elle est réglée. Finalement, après 15 ans de guerre, la grande armée de Napoléon est épuisée. On peut s'arrêter chef s'il te plaît? Excusez-moi, chef. Excusez-moi, monsieur l'empereur Napoléon. On peut plus là, on est fatigué hein. Chef. Mais Napoléon il écoutait pas, il voulait rien savoir. Chef. Il va jamais arrêter ses guerres, donc au final il va perdre. Et contre qui en plus? Oh là là, encore les Anglais, oh. Je m'y attendais vraiment pas. La défaite de Napoléon marque la fin de l'ère de la révolution et napoléonienne, qui a tout jamais marqué l'histoire de France. Oh le prime de Zinzin, c'était vraiment un truc de ouf. Dommage qu'à chaque fois ça dure que quelques années quoi, c'est fou ça, ça veut jamais continuer, c'est dingue, à chaque fois il y a toujours une fin. Au début du 19e siècle, la France va connaître une grosse instabilité politique. Ils vont jouer un jeu. Le premier régime politique qui arrive à rester plus de 20 ans au pouvoir, sa mère c'est une p***. Après l'empire de Napoléon, on va ramener les rois avec Louis XVIII. On a donc le retour du royaume de France. Mais il va y avoir encore une révolution et ramener une seconde république qui va durer que un mandat. Parce que celui qui est élu président de la république, c'est Napoléon III, un mec de la MIF à Napoléon. Ça aurait peut-être pu vous alerter, non?
Parce que ce mec, à la fin de son mandat, il va faire un second empire. Il va rester au pouvoir, tranquillement. Puis quelques années plus tard, s'effondrer. Parce que les Prussiens vont envahir la France. Après ça, il va y avoir encore une république, avec la 3ème république. Oh, faut se décider les gars là, c'est bon. Il y a eu 5 régimes en 70 ans, frère. Bon, par contre, au 19e siècle, même si c'est politiquement instable, l'économie se porte bien. Donc la France va se faire un second empire colonial, et très fort, notamment en Afrique et en Asie. Elle va aussi doucement s'industrialiser. On va faire des usines et des chemins de fer, plein d'inventions, genre la photographie, le cinéma, le train, on fait des vaccins, bref. C'est le siècle de l'innovation et de l'industrialisation. C'est au 19e siècle que le monde change vraiment et que ça commence de plus en plus à ressembler à notre monde d'aujourd'hui. À la fin du siècle, la 3ème République s'impose comme le régime politique stable. C'est bon, on arrête les conneries les gars. Mais en Europe, c'est pas le cas pour tout le monde. Il va y avoir des guerres et des jeux d'alliance et c'est comme ça qu'en 1914, la France est embarquée dans la Première Guerre mondiale. Principalement contre les Allemands, cette guerre totale est une des premières guerres industrialisées de l'histoire. Les armes sont plus que jamais meurtrières. Des pluies d'obus tombent sur les soldats et des tanks roulent sur les tranchées. Cette guerre va à tout jamais traumatiser la France et même si elle va gagner, elle va se dire plus jamais ça. Et donc ne sera absolument pas motivée en 1939 quand il y a la partie 2 qui commence avec la Seconde Guerre mondiale. Alors on va se faire enclencher par les nazis, tout simplement. Bon, elle va quand même faire partie des vainqueurs en 1945 et être alliée aux États-Unis et être un des pays les plus puissants du bloc de l'Ouest pendant la guerre froide. Malgré tout, après la Seconde Guerre mondiale, la France n'est plus la puissance coloniale qu'elle était, et de plus en plus de colonies françaises vont devenir indépendantes après la guerre, jusque dans les années 70. On va assister à la décolonisation, parfois pacifiquement et parfois dans la violence. Le plus connu étant la guerre d'Algérie. La France va au final perdre quasiment toutes ses colonies et va plutôt se concentrer dans la construction européenne. Elle va être un des acteurs majeurs de l'Union européenne. Et bon, là on est dans les années 80-90. Poto, si je continue, je vais te parler de la Super Nintendo et Dragon Ball Z là. Donc si tu veux la suite, lève tes grosses fesses et va demander à tes darons, merci. Et voilà, wow, j'ai résumé l'histoire de France. OMG. Vous avez aimé ou pas? En vrai de vrai, dites-moi. T'as aimé? Bah alors si t'as aimé, abonne-toi, qu'est-ce que t'as? Abonne-toi, mets un petit pouce bleu, partage, aide-moi, non, tranquille, on est ensemble.